C'est comme ce que disait Chirac, si tu fous la merde dans le ventilateur, on est tous éclaboussés. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. On a cette bulle Internet qui explose en 2000, derrière les Twin Towers. Quand tu te prends quand même une correction comme celle-là, dans le métier, tu prends cher. Enfin, moi, je connais des gens qui en sont morts quand même. On est capable d'aller mettre 10% du PIB dans l'économie pour faire 1% de croissance. Ils ont juste oublié un truc, c'est qu'on nous a parlé du fait qu'on avait un multiplicateur keynésien qui fait qu'à partir du moment où on mettait de l'argent circulait avec la vélocité et avec ça on faisait des multiples de croissance. Absolument pas. L'inflation is coming pretty much from nowhere, comme le dit Christine Lagarde, à peu près de nulle part. Allez, on relève les taux comme des gorées. Je vois arriver avec la possibilité de faire des shorts à partir de janvier 2018 sur la bourse de Chicago, je vois que ça va péter. Dans ces cas-là, dès qu'il y a du short à faire, Goldman Sachs arrive et ils arrivent avec des moyens qui font péter le marché. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Louis-Alexandre de chez Montaigne Conseil. On tourne aujourd'hui à Paris, hauteur de bloc 864 117, Bitcoin est environ à 55 000 euros, 61 000 $. Merci de nous rejoindre Louis. Merci Théo, bonjour. Je t'en prie, c'est un plaisir de t'avoir. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux succinctement te présenter Montaigne Conseil ? Alors, Montaigne Conseil Patrimoine, c'est une société que j'ai créée il y a 21 ans maintenant, une équipe d'une dizaine de personnes. Moi, je me suis intéressé au marché financier depuis l'âge de 14 ans, grâce à mes parents, notamment ma maman, qui m'a intéressé à ce sujet-là, notamment les premières aventures de Claude Bébéar pour la création d'AXA. Et puis, j'ai eu différentes expériences industrielles et ainsi de suite. Je suis rentré dans le conseil financier en 1992, de l'autre siècle. Et puis, peu à peu, j'ai franchi quelques étapes. Et en 2002, j'ai repris des études. J'ai pris un 3e cycle de gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand. J'ai décidé de lancer ma boîte en 2003. On a une spécificité qui est quand même d'avoir une majorité de notre revenu qui est composé d'honoraires, puisqu'on fait pas mal de conseils en gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'on conseille des personnes qui ont du patrimoine. On ne conseille pas du patrimoine, mais des personnes, c'est une notion importante. Et on est une équipe de multispécialistes, parce que si tu veux, on a un spécialiste des marchés financiers, un spécialiste technique, on a une notaire qui est en même temps gestion de patrimoine, on a quelqu'un qui est spécialiste de la retraite, quelqu'un qui est spécialiste des SCPI, quelqu'un qui est spécialiste de crypto, enfin de Bitcoin et des métaux précieux, et quelqu'un qui est spécialiste de Bitcoin et de la DeFi. Donc tu vois, on essaie de constituer une équipe de multispécialistes. Ok, on y reviendra peut-être, mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais, une partie de votre rémunération sous forme d'honoraires par opposition à commission, oui. Donc c'est-à-dire finalement vraiment des revenus qui sont issus du fait d'aider le client à trouver les solutions qui sont adaptées à sa situation, et non pas juste lui pousser un produit et se rémunérer sur la performance potentielle qu'il peut faire. Typiquement, il y a des gens qui sont venus nous voir à Surfing Bitcoin. Première chose, on fait une lettre de mission, il y a un audit initial payant. Et ça donne une feuille de route. Après, les gens la font avec nous ou sans nous, c'est leur liberté. La plupart du temps, ils le font avec nous, souvent sous forme d'abonnement, ce qui nous permet d'avoir une très très grande liberté sur ce qu'on conseille. Est évident quand on va conseiller d'acheter du Bitcoin régulièrement, Satoshi Nakamoto n'a pas prévu de verser des commissions, donc au moins on a cette liberté. Et donc, je ne dis pas qu'on est 100% honoraire, parce qu'on a quand même une partie de notre conseil et des gens qui ne peuvent pas forcément accéder aux honoraires, donc on a à peu près 40% du chiffre aujourd'hui avec des commissions, mais majoritairement, tout notre développement se fait très majoritairement sur des honoraires ou des forfaits de conseil. Et on peut, tu vois, par exemple, on est allé même jusqu'à la demi-heure de conseil. C'est-à-dire quelqu'un qui veut une demi-heure de conseil, il va sur le site, il prend rendez-vous, 120 € et il a une demi-heure de conseil. Bon, bah c'est très clair. J'aimerais du coup commencer cette entrevue, même si tu nous as déjà brossé un petit peu ton parcours, par un épisode dont on avait déjà discuté ensemble, que j'avais trouvé très intéressant, qui est la crise financière de 2008-2009. Donc tu nous disais préalablement que tu avais repris une formation dans la gestion de patrimoine au début de la décennie, finalement. Raconte-nous un peu, dans ton métier, comment ça a été vécu, et toi, à titre personnel, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2008-2009 ? Pour comprendre 2008-2009, il faut revenir à 2000, en fait. Il faut revenir à 99 et 2000. Donc 99, dans mon métier, je suis inspecteur, donc j'anime un réseau d'indépendants, et on nous demande de pousser les unités de compte dans les contrats d'assurance vie. C'est le moment où il faut vraiment pousser. C'est le moment où on a la bulle Internet, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui arrivent à vendre 30 millions de francs à un PowerPoint.
Si, Bernard Arnault a acheté 30 millions de francs un PowerPoint. 4,5 millions d'euros en euros. Et donc, c'est un peu de la folie. Et moi, je dis à mes courtiers, même si la boîte nous demande de pousser beaucoup tout ce qui est unité de compte, je suis pas super serein sur le marché. Arrive la bulle de 2000, moi je me fais prendre avec, hein, tu vois, et puis on a cette bulle Internet qui explose en 2000, on a derrière les Twin Towers, les gens oublient qu'on a Enron en 2000, Bien sûr. en 2002, et donc là ça veut dire qu'on se demande si les comptes des sociétés sont bons. Et là on a une vraie déflagration, un point bas de marché en mars 2003, où moi je me mets à full sur 3 valeurs, tu vois, Orange, Alcatel et Vivendi. Alors, si je peux juste interrompre 2 secondes, juste pour préciser 2-3 choses, peut-être pour l'audience qui nous écoute. Donc, les unités de compte dans les assurances vie, c'est essentiellement ce qui va vous permettre d'investir en actions. C'est Ouais, ça, je dis pas de bêtises. La plupart des gens, quand ils ont une assurance vie, en général, aujourd'hui, ils sont investis un peu par défaut en fonds euros ou dans des choses qui sont supposées être sans risque. Oui. Si on prend son assurance vie et qu'on la passe en unité de compte, ça nous permet d'investir dans des valeurs mobilières type actions, obligations, mais effectivement, on va aller chercher plus ou moins de risques et plus ou moins de performance avec les actions et les obligations ou des titres hybrides comme les obligations convertibles. Donc on passe d'un quelque chose qui est a priori sans risque, petite progression régulière, à quelque chose qui est beaucoup plus variable. Bon, globalement, quand la plupart de mes courtiers ont finalement suivi mes conseils de ne pas trop s'exposer en 2000, j'ai eu des courtiers qui ont commencé à me faire confiance et on a une énorme collecte en 2001 et 2002 parce qu'on a eu des bas de marché sur lesquels on pouvait rentrer. Et moi, j'ai vraiment réussi mon management commercial à ce moment-là parce qu'on avait un peu anticipé les marchés. On va revenir à 2003. Donc 2003, tu vois, je me suis mis sur 3 valeurs qui avaient été massacrées parce que je savais très bien qu'on allait avoir un rebond de marché. Mais ce rebond de marché, il ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que ce rebond de marché, il s'est fait parce qu'il a été poussé par un certain nombre de décisions qui ont été prises par les banquiers centraux. Notamment la baisse de taux de Greenspan qui a eu lieu une année avant. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé, nous disait Alan Greenspan. Et donc, il fait rentrer en résonance tout un système. Et notamment, tu vois, à partir de 2006, je me dis, mais c'est quoi ces twin déficits américains? On a des déficits sur le budget. On a déjà, tu sais, des limitations de déficit en 2006 qui sont votées par le Congrès. Et puis, on a la balance des paiements qui est totalement défavorable. Et ça, tu vois, ça inquiète un peu. Mais bon, il y a de la croissance, voilà, on est content de repartir. Et en 2007, je trouve quand même qu'il y a des trucs qui vraiment ça cloche. Je me dis, mais il y a une surchauffe, il y a des trucs qui vont pas, l'immobilier, ça peut pas totalement monter. Je commence à avoir des bruits qui viennent des États-Unis sur la structuration des... On part du principe que si tu as une dette et que tu la mets dans un fonds dans un fonds de titrisation, tu la titrises ta dette et tu la répartis un peu partout, ben, tu n'as quasiment plus de risque. En fait, globalement, c'est comme ce que disait Chirac, si tu fous la merde dans le ventilateur, on est tous éclaboussés. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. On a foutu la merde dans le ventilateur, on a tous été éclaboussés. Donc, en 2007, je vois ça, je me dis, ça va mal se passer. On prend la décision d'arbitrer les plus-values des clients, quasiment toutes les plus-values des clients. Sauf qu'on est un peu nouveau, on est un peu newbie à l'époque, et je fais ça sur des produits structurés de la Société Générale. C'était la pire connerie, puisque c'était des produits qui avaient été faits pour ne pas résister aux accidents extrêmes de marché. Autant te dire que 2008-2009, c'est un accident extrême, donc ça s'est pas très très bien passé. Et puis peut-être faut aussi pour expliquer un petit peu, parce que c'est des concepts financiers que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais les produits structurés sont des produits qui sont en général très complexes, donc sauf à être... ingénieur financier avec une équipe de 10 personnes, vous allez avoir beaucoup de mal à pouvoir modéliser comment ça va se comporter dans différents scénarios de risque et surtout comprendre ce qu'il y a dedans, comment ça va se comporter. Et de manière générale, tu me corriges si je dis une bêtise, un produit structuré finalement, ça va être un ensemble de titres et de dérivés qui vont permettre de faire en sorte que le produit va protéger contre certains scénarios de baisse, en général, qui sont calculés à partir de distributions statistiques où on va se dire il est improbable que le marché baisse plus de temps, disons 15%, donc on va protéger les actifs qui sont dans le produit sur cette plage de 15%, et de toute manière le reste, notre modèle dit que ça ne peut pas arriver, donc vous avez un produit qui va par exemple vous servir du 4, du 5, du 7, du 10, et on le vend au client en disant c'est garanti, c'est protégé.
Ouais, tu vois, ceux qui ont fait des maths et des statistiques, c'est un rapport à l'écart type pour dire exactement, si tu veux, la plupart des produits structurés sont des intégrales, hein, sont des calculs, des formules mathématiques basées sur des intégrales, et avec la plupart du temps des paniers d'options. L'option, c'est quoi? C'est la possibilité d'acheter ou de vendre un titre à un cours donné, à un moment donné. Bon, donc déjà vous voyez le niveau de difficulté de compréhension du produit. Et c'est un produit qui bouge en fonction du modèle du scénario dans lequel on est, en fonction de l'émetteur, la notation de l'émetteur et des taux. Parce qu'en fait, beaucoup de produits structurés ont été montés sur des obligations à coupon zéro. Et donc, en fait, si les taux montent ou baissent, ça fait varier ton produit. Et si la notation de l'émetteur monte ou baisse, autant te dire que nos produits Société Générale, la Société Générale en 2008-2009, sa notation a été très mauvaise. Donc nous, on a eu des clients qui ont eu la totale, si tu veux. On a eu des produits où, moi, j'avais fait faire un produit pour nous un peu moins exposé que les autres. On est passé par une valo de moins 82%, pour sortir au terme du produit avec plus 35 de plus-value. D'accord. Quand le produit dont il était dérivé a terminé à moins 35. Donc, si je résume, beaucoup de jus de cerveau, avec des gens qui ont beaucoup de diplômes, pour finalement te donner la performance financière du premier shitcoin venu, quoi. Ouais, exactement. Et puis surtout, un désalignement total d'intérêt entre la banque et le client. Bon, donc nous, on avait mis des plus-values dessus. Donc c'était moins grave. Hein. Mais quand même, c'était, si tu veux, j'avais vu arriver un déséquilibre, je l'avais identifié, on avait pris la bonne décision qui était arbitrer les plus-values, mais on l'a arbitré sur le mauvais support. Et si on l'avait arbitré, tu vois, sur du fonds euro, on était les rois du monde. Bon, ceci étant, il n'y a pas eu de catastrophe chez mes clients, j'en ai perdu, j'en ai récupéré, c'est pas gravissime, mais ça a été une leçon. Une leçon, d'abord, premièrement, d'un désalignement total d'intérêt entre les établissements financiers et leurs clients. Tu vois, et c'était des courbes de Gauss avec les queues de statistiques et les queues de distribution. Et ben, les queues de distribution, on en a enlevé les pourcentages qui arrangeaient tout le monde. Mais bien sûr, c'est la fameuse hypothèse des marchés financiers, d'efficience des marchés financiers qui nous permet de dire que finalement, les marchés financiers, ça se comporte comme des lancers de dés. Et donc, vous n'allez pas avoir 20 fois 6 d'affilée. Et donc, ces scénarios, c'est pas grave. Et le problème, c'est que la réalité a le mauvais goût de jamais rentrer dans ces courbes de Gauss. Voilà. Et puis surtout, il y a une nouveauté. Depuis ce moment-là, enfin pour moi, c'est depuis 2000, en fait, ces occurrences qui sont sur les queues de probabilité, qui étaient plutôt exceptionnelles, hein, c'est les thèmes, tu sais, c'est les modèles qu'on appelle, vous regarderez, c'est des modèles de Markowitz, hein, c'est des modèles de statistiques des années 60-70. Eh bien, en fait... L'efficient frontier. Voilà. Eh bien, en fait, tout ça, maintenant, on est quasiment par décennie, une à deux fois dans ces queues de probabilité. Donc ça veut dire que c'est des modèles aujourd'hui qu'il faut complètement oublier. Il ne faut pas bâtir votre portefeuille là-dessus, quoi. Alors, peut-être pour faire une petite explication avec les mains, hein, parce que pour ceux qui ne sont pas statisticiens, ça peut être un peu déroutant. Donc, une distribution de probabilité, finalement, elle va définir la probabilité d'occurrence d'un événement et en fonction de son type, de sa réalisation. Ça va être une fameuse courbe en cloche qu'on appelle la courbe de Gauss. Et on a plein de phénomènes dans la nature, que ce soit la distribution du QI dans la population, de la taille, si vous lancez des dés, vous tirez des cartes, ça suit cette fameuse distribution normale ou courbe de Gauss, donc la fameuse courbe en cloche qu'on voit souvent. Et effectivement, on a construit toutes les maths financières sur l'idée que la distribution de la volatilité, donc comment les trucs bougent dans les marchés financiers, va suivre cette distribution-là. Et effectivement, donc ce qu'on appelle les queues de répartition, c'est les événements qui sont extrêmes par définition. Donc le marché, en une journée, en un an, en un mois, va bouger beaucoup. Et dans les modèles, on dit que ça, c'est une probabilité infinitésimale. Et il y a certains épisodes, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais il y a certains épisodes dans la pratique, comme par exemple le crash de 1987, qui est le plus évocateur, je trouve, à cet égard-là. Donc, pour l'anecdote, en fait, à l'époque, on vendait beaucoup d'assurances sur les portefeuilles. Et en fait, le problème, c'est que ces assurances, elles sont bien payées par quelqu'un qui lui-même est exposé au marché. Et donc, vu que tout le monde est assuré auprès de la même personne, qui lui-même est assuré auprès d'autres gars, ça peut créer une réaction en chaîne assez violente. Et en l'occurrence, en 87, ça n'a pas donné de crise économique, mais le Dow Jones avait dévissé de 29% en une journée. Et ce que nous dit la théorie d'efficience des marchés financiers et la fameuse courbe de Gauss, c'est que c'est censé arriver une fois si je dis pas de bêtises, les 50 milliards d'années. Enfin, un chiffre tellement astronomique que ça n'aurait jamais dû exister dans l'histoire de l'univers. Et donc, déjà, là, on voit qu'il y a un problème. Et effectivement, ces maths-là se sont aussi retrouvés dans les modèles de risque de 2008-2009. Et c'est ça dont tu nous parlais juste avant. Et aujourd'hui, ça n'arrive plus. Pourquoi ? Parce qu'on bloque. Tu vois, aujourd'hui, le Dow Jones ne peut pas faire moins 29.
Parce qu'on il y a la Banque centrale qui va se mettre suspend derrière. la cotation. Mais non, on suspend la cotation. Regarde toutes les suspensions de cotation qui arrivent. En fait, tu vois, en 2009, les gens, quand je leur dis, ils y croient pas. Est-ce que tu as une idée de savoir quel est le jour où le CAC 40 enfin, est-ce que tu connais le pourcentage de hausse maximum sur une journée du CAC 40 en 2009? Je l'ai imprimé pendant longtemps, je l'avais dans mon bureau. Sur une journée. Sur une journée en 2009, alors on rebondit en mars 2009, donc on a dû avoir un rebond assez conséquent. En une journée, je dirais peut-être 7%. 10, c'est énorme. 10% sur une journée. Sachant que la volatilité moyenne, c'est quoi? C'est 1%, même pas? Ouais, sur une journée, quand il y a une grosse journée, tu fais 2, quoi. Et c'est une grosse journée, 2, déjà, tu es dans les exceptions, tu vois. Et là, on était à plus de 10%. Bon, on s'est recassé la gueule par la suite, hein, rassurez-vous. Mais ce qui montre qu'on rentre dans des cas de figure qui, aujourd'hui, ne pourraient plus arriver. Je pense qu'aujourd'hui, si on a un CAC 40 qui baisse de 6 ou 7%, vous allez voir, il va y avoir des incidents de cotation, il va y avoir des suspensions de cotation, il va y avoir tout ça. On va un peu encadrer les choses pour pas effrayer la ménagère. Mais pour revenir à nos moutons de ce marché de 2008-2009, en fait, il te fait comprendre qu'il y a des équilibres qu'on m'a appris, moi, en terminale, lors de mes cours d'économie en 86 et en 87, en première en terminale, des cours qui m'avaient passionné, et bien que ça va plus. En fait, on t'explique quoi? On t'explique qu'un taux d'intérêt directeur, c'est croissance plus inflation. À partir de 2000, c'est pas gagné, mais à partir de 2008, c'est fini. Plus jamais on a eu un taux directeur qui était croissance plus inflation. On a une économie qui est, dès avant 2008, aux stéroïdes. Le top du top étant en 2020, on est capable d'aller mettre 10% du PIB dans l'économie pour faire 1% de croissance. Ils ont juste oublié un truc, c'est qu'on nous a parlé de la vélocité, donc du fait qu'on avait un multiplicateur keynésien qui fait qu'à partir du moment où on mettait de l'argent circulait avec la vélocité, et avec ça, on faisait des multiples de croissance. Absolument pas. Parce qu'on est rentré à ce que l'argent qu'on met dans le secteur, c'est un argent qui est capté par une partie de la population. Au début, tout le monde a pu faire un peu de plus-value sur l'immobilier. Mais plus on a monté, plus on a fait durer ce système, plus les gens qui pouvaient en profiter étaient de moins en moins importants. Et donc... C'est un peu comme les mécanismes de dépendance, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'au début, on vous donne votre dose, vous avez une réaction très forte, ça va beaucoup stimuler vos neurotransmetteurs et vous allez ressentir une grosse impression de plaisir, etc. Et au fur et à mesure, votre corps s'adapte. Et il va falloir des doses de plus en plus grandes pour produire le même effet. Et finalement, les relances keynésiennes dont on parle et les politiques de banque centrale, elles suivent un peu le même schéma. C'est-à-dire que l'exemple que tu nous dis, on imprime de plus en plus, on injecte de plus en plus, on stimule de plus en plus, il nous dirait. Et finalement, le patient ne répond plus, quoi. Non, c'est très drôle parce que... Enfin, trop drôle, plus ou moins. En 2009, quand tu te prends quand même une correction comme celle-là dans le métier... tu prends cher. Enfin, moi, je connais des gens qui en sont morts, hein, quand même. Et donc, moi, j'ai décidé de faire, à l'époque, des petits déjeuners. Donc, voilà, je proposais à mes clients tous les mois de faire un petit déjeuner pour expliquer ce qui se passe, parce qu'il y a un moment donné, les gens te demandent, et c'est une manière de les garder avec toi, quoi, de leur expliquer ça. Et je me rappelle, j'avais commencé un petit déjeuner par un dessin humoristique où on voyait le malade américain, qui était manifestement qui sortait de cuite. Et puis la fête qui arrivait avec les grosses doses, les grosses bonbonnes d'alcool en disant « Ah, c'est bon, en fait, manifestement, vous êtes en manque, donc on va vous en rajouter. » quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'au lieu de sevrer le malade, au contraire, on lui rajoute encore un peu plus. Le fameux remède polonais contre la gueule de bois. Voilà, exactement. Et donc... aussi étonnant que ça puisse paraître, là, on commence à retrouver des stratégies intéressantes, de pouvoir commencer à agir sur les taux. On savait que les taux avaient remonté, pas forcément les taux directeurs, parce qu'en fait, il y avait une grosse déficience, donc les taux étaient montés sur la déficience. Tu vois, à l'époque, BMW, et je me rappelle, ils avaient émis des obligations à plus de 9%, tu vois. Ouais. Alors on a fait quand même 2 belles années après. Ça doit être sympa de pouvoir prêter à BMW. Un peu plus de 9%. Et tu vois, on a fait tout ce travail sur les cycles économiques et tout ça. Mais on a compris, moi j'ai compris à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose de cassé. Et j'ai cherché pendant longtemps l'antidote.
J'ai cherché pendant longtemps ça. Donc on a effectivement proposé à nos clients d'investir sur l'or. Hein. Quand on a investi c'est la réponse naturelle en général. Quand on commence à se poser cette question, on arrive d'abord à l'or. Et on a fait des super opérations. Tu vois, on a investi sur l'or en 2009 et il y a des gens qui ont fait des très très belles progressions en suivant. Après, l'or a été extrêmement décevant. Hein. Sachant que pour les auditeurs, l'or a fait un bull market du début des années 2000 jusqu'à 2011. Donc 2009, c'est l'envolée parabolique quasiment. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'en 2009, on est aux alentours de 1200$. Et à la fin non, de non, on est bien en dessous. Encore en dessous ? Ouais, on est entre 700 et 900. Ok, et on finit à 1800, 1900, quelque chose comme ça en 2011. Oui. Et après, de 2011 à 2019, plus rien. Plus rien. Ouais. Et donc, tu vois, on avait fait faire des belles perfs à nos clients là-dessus, mais tu vois, il nous manque un truc. Et puis c'est un ressort qui est cassé, quoi. C'est un ressort qui est cassé. Et puis tu dis, mais comment on va continuer ça? Donc je me rappelle, on disait, bon voilà, on manque de visibilité. Mais en fait, quand tu fais les reporting clients et que tu commences à dire en 2008, 2009, enfin en 2009, 2010 que tu manques de visibilité, le problème, c'est qu'en 2011, 2012, c'est la crise de l'euro. Derrière, enfin, tu vois, avec les PIGS et tout ça, bien sûr. PIGS maintenant dont on fait partie. On est même un leader. On est même un leader, voilà. Et puis tu te rends compte qu'il y a toujours une petite crise qui traîne par-ci, par-là. Et en fait, tu reviens jamais à la normale. Et là-dessus, on a le top du top avec la pandémie en 2020, où les politiques keynésianistes sont encore repoussées une fois pour toutes. Et puis derrière, alors que l'inflation is coming pretty much from nowhere, comme nous dit Christine Lagarde, à peu près de nulle part, hein, globalement, eh bien, tu te rends compte que l'inflation arrive, et là, les mecs, ils y vont, et ils disent « Allez, on relève les taux comme des gorées ». Et on s'étonne que la relevée des taux comme des gorées ait des défauts, et je pense qu'il ne faut pas oublier de parler de Silicon Valley Bank, parce que c'est quand même le défaut qui est pour moi l'une des meilleures démonstrations du système qui ne va absolument pas bien du tout. Alors, je te propose qu'on y revienne, parce que c'est vrai que c'est un épisode qui est très très intéressant. Mais pour continuer sur le fil que tu étais en train de tisser, tu cherches un antidote. Est-ce que c'est à cette époque... Comment tu arrives à Bitcoin dans tout ça ? Par effraction. J'arrive à Bitcoin par effraction parce que, en fait, si tu veux, j'ai repéré en 2011-2012 qu'il y a un truc bizarroïde, un truc de geek absolu qui est Bitcoin, mais je sais pas, ça fait pas tilt, ça fait absolument En 2011-2012 déjà ? Ah ouais, parce que moi je suis curieux. Tu sais, moi j'arrive dans une salle d'attente de mecs qui vendaient des engins de TP, je suis capable de lire la brochure des engins de TP. Le mec qui fait de la parodontologie dentaire, je vais lire la revue. Je suis curieux. Voilà, okay. C'est une caractéristique, je suis curieux de tout. Donc c'est pour ça que j'ai vu le truc. J'ai vu qu'il y avait un truc, mais ça rentre pas du tout dans mon scope parce que j'ai pas vu le côté monétaire véritablement. Et puis, comme je l'ai dit plusieurs fois, pour moi, l'élément de prise en compte que c'est sérieux, c'est Silk Road. Pourquoi ? Parce que quand des malfrats commencent à utiliser un système, c'est rare qu'ils utilisent un système pourri, quoi. Et ils utilisent souvent des trucs qui sont fiables. Ils avaient utilisé des Audi parce que l'airbag, elles étaient fiables et l'airbag se déclenchait un tout petit peu plus tard, tu vois. Des trucs comme ça. Donc... Même moi je trouve une comparaison très intéressante aussi, c'est l'automobile dans les années 20. Il faut s'imaginer que le début de la production d'automobiles en série... Les brigades du Tigre. Exactement, c'est les années 10. Et à l'époque, monter dans une automobile, c'est-à-dire dans un engin infernal qui peut vous tuer, enfin les gens perçoivent ça à l'époque comme étant quelque chose de très dangereux, de très risqué. Et on a ensuite les Brigades du Tigre, John Dillinger, Babyface Nelson et tous ces bandits Al Capone aux États-Unis qui finalement commencent à faire des braquages avec des Ford T, avec des automobiles de l'époque. Et quelque part, ils ont démocratisé la chose, quoi, parce qu'ils ont montré que c'était fiable et que ça marchait. Exactement. Et donc, je vois ça. Bon, bien sûr, je relirai par la suite que c'est quelque chose que Satoshi Nakamoto avait redouté et ne souhaitait pas. Bon, mais tu vois, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. En 2014, 2013-2014. En 2015, je fais un événement sur tout ce qui est FinTech à Bordeaux, Bordeaux FinTech, et je veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous parler de Bitcoin.
C'est Pemium à l'époque et Gonzague Granval qui s'y plie et qui propose d'ailleurs aux gens sur place, après sa conférence, de leur donner quelques fractions de Bitcoin. Et La belle époque. Voilà. Et moi, si tu veux, c'est que comme je suis organisateur, je peux pas faire partie de ceux qui vont le voir. Déontologiquement, non. Puisque non, mais en plus, le fait que je dois faire la scène suivante et ainsi de suite. Donc, si tu veux, c'est mon premier rendez-vous raté, véritablement. Et puis, mais quand même, j'en parle. Je commence à en parler. Donc, pour en parler, il faut se documenter, il faut lire, ainsi de suite. Donc, je commence à en parler un peu. En 2016, j'ai une interview de moi qui dit qu'effectivement, dans 5% d'or, on peut émettre 2% de Bitcoin au lieu d'avoir que de l'or. En 2017, le boule arrive et à l'automne 2017, ça me semble vraiment énorme. Et donc je dis à des clients qui étaient rentrés à 500 ou 600 euros, quelques clients, je dis à 6 ou 7 000, allégez vos positions parce que sincèrement, je vois arriver avec la possibilité de faire des shorts à partir de janvier 2018 sur la bourse de Chicago, je vois que ça va péter. Et parce que je sais que dans ces cas-là, dès qu'il y a du short à faire, Goldman Sachs arrive. Et ils arrivent avec des moyens qui font péter le marché. Donc là, juste pour donner l'explication, effectivement, au top du cycle de 2017, donc qui arrive à peu près en décembre, début janvier, on a le lancement des produits de futures, donc des contrats finalement avec du levier, qui permettent de parier à la hausse ou à la baisse, au Chicago Mercantile Exchange, qui est la bourse spécialisée pour les contrats de dérivés sur les commodities, donc les matières premières, ce genre de produits-là. Et donc, moi je me rappelle à l'époque, on célébrait ça comme une sorte d'arrivée de Bitcoin dans la cour des grands, comme un actif qui avait gagné ses galons. Et en fait, on n'avait pas pensé forcément... Moi, j'avais dit que ça allait partir vraiment à la cave. Je l'ai vu venir gros comme une maison. Alors, je ne sais pas si je l'avais écrit ou pas. Et puis en avril-mai, tu vois, la journaliste qui m'avait interrogé plusieurs fois en 2016 me dit Louis, alors, comment on pourrait faire pour gagner de l'argent sur la baisse de Bitcoin? Et là, je dis, mais je crois que vous n'avez pas compris. On est peut-être à 3 000 $, mais c'est pas maintenant qu'il faut gagner sur la baisse. C'est-à-dire que maintenant, on a une occasion inouïe de rentrer dedans. Donc, c'est pas l'époque où j'avais beaucoup d'épargne, mais en tout cas, je me promets que dès que j'en ai un peu, je fais ça. Et donc, tu vois, en 2019, j'ouvre un compte Revolut. Et la première chose que je fais sur mon compte Revolut, c'est que j'achète... Alors, c'est pas des bitcoins, hein, c'est des CFD, mais j'achète des fractions de bitcoin un peu tous les jours ou toutes les semaines. Et je commence à moi-même investir. Et puis, j'ai des clients qui me poussent. Et donc, en 2020, on essaie de trouver une solution avec un prestataire français. J'avais perdu Pemium depuis de vue à ce moment-là, et donc bon, et ça passe pas bien, tu vois. Moi, je continue à acheter. Alors entre-temps, j'ai compris, hein, j'ai acheté une Ledger, j'ai compris que c'était pas sur Revolut qu'il fallait acheter, et donc j'achète sur une Ledger mes premières fractions de Bitcoin, j'achète de l'Ether, parce que j'ai fait quand même des perfs sur l'Ether qui étaient quand même stratosphériques à l'époque, et puis mais sur des petits montants. Et puis là, je me dis, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc ça se passe pas bien, il met 6 mois à réagir, le prestataire avec qui je voulais bosser. Ça se passe pas. Donc en 2021, je me dis, là, il faut que je prenne le sujet à bras-le-corps, et donc il faut que je fasse du conseil. Pour faire du conseil, soit j'ai les compétences, soit je m'appuie sur des compétences. Donc j'embauche un jeune qui allait faire une alternance. Donc au début, je le fais, il pouvait pas être alternant, donc je le mets en prestat, tu vois. Et il commence à onboarder les premiers clients. À l'automne 2021, je me dis, c'est pas possible, je peux pas avoir un collaborateur qui a des compétences là-dessus que moi, je ne peux pas maîtriser. Donc je fais une formation chez Alira en expert DeFi, en même temps que j'avais commencé à beaucoup lire, à beaucoup me renseigner, à beaucoup écouter diverses sources. Et là, je comprends, en comprenant la DeFi et ses côtés excessifs, je comprends mieux Bitcoin. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est parfois en comprenant finalement la différence entre les cryptos d'un côté et Bitcoin, les choix de design, etc., qu'on se rend compte de caractéristiques qu'on avait parfois vues comme des défauts ou comme des insuffisances lorsqu'on s'est premièrement intéressé au sujet. Et en fait, on comprend que feature, not a bug. Exactement. Et puis, tu vois, je pose une question et j'avoue que je dois reconnaître à Alira, au formateur d'Alira, d'avoir répondu vraiment en toute honnêteté sur cette question. J'y mets, sincèrement les mecs, vous allez wrapper du Bitcoin? Sérieusement, répondez-moi sérieusement. Et tu vois, les mecs ont été honnêtes, m'ont dit ouais, ça peut être intéressant pour faire de la DeFi, mais effectivement, c'est quand même un non-sens à la base. Et j'ai vachement aimé cette réponse à la fin de ma formation, où j'ai bien compris que vraiment, tu avais un sanctuaire. D'ailleurs, quand j'ai commencé à interroger les mecs, toute leur plus-value, les mettaient sur quoi?
les grosses plus-values qu'ils faisaient, ils en mettaient une grosse partie sur Bitcoin. Et donc, j'ai apprécié Alira pour ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé après un cycle de vulgarisation avec Daniel Villamontero, parce que j'avais trouvé qu'il y avait une vraie honnêteté. Bien sûr qu'ils aiment Ethereum, bien sûr qu'ils aiment la DeFi, bien sûr qu'ils aiment plein de choses, mais il y a quand même une base. Ils ont compris que le patron dans la salle, c'est Bitcoin. Voilà. Ça me fait penser à une phrase qu'écrivait un bitcoiner anglo-saxon lorsque les ETF sont sortis, parce que finalement c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose de résistant à la censure, qu'on peut détenir directement, qui a ses propriétés assez désirables, puis on va le mettre dans une enveloppe qui ne les a pas, que ce soit un wrapped Bitcoin ou que ce soit un ETF. Et donc ce bitcoiner en question, Alan Farrington, qui est écossais, il écrivait à cette époque-là, alors la traduction en français ce serait s'extasier devant l'arrivée des ETF ou le wrap BTC, c'est un peu comme mettre un moteur à combustion à l'intérieur d'une calèche tirée par des chevaux et parader en ville en se disant qu'on a inventé un truc. Ouais, il a raison là-dessus. Mais je dois reconnaître que, en fait, si tu veux, j'ai apprécié l'honnêteté de ces gens-là, qui n'était pas forcément l'honnêteté de toute la profession. Et notamment l'honnêteté d'un certain nombre d'influenceurs qui ont quand même raconté un certain nombre de conneries et qui ont fait faire surtout un certain nombre de conneries incalculables. Ça commence enfin à sortir des abus qu'il y a eu dans ce domaine-là. Mais je peux dire que si on dit parfois que les conseillers en gestion de patrimoine ne sont pas toujours dans l'intérêt de leurs clients, il y a un certain nombre d'influenceurs crypto qui étaient à rebours, mais complètement à rebours d'intérêt de leurs clients. Oh bah, on continue à le voir aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les chasses effectuées par notre cher Émilien Duton. Et effectivement, c'est vrai qu'on a assez peu de gens, moi je trouve, qui ont cette honnêteté intellectuelle dans le monde crypto. Et du coup, aujourd'hui aussi, ils ressortent. On avait à Surfing Bitcoin, par exemple, avant cette interview, interviewé Abdel de chez Starknet, qui pour moi est l'exemplification parfaite de ça. C'est à la fois quelqu'un de brillant et en plus qui a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître les limitations des systèmes sur lesquels il travaille. Et c'est suffisamment rare, en fait, pour le souligner. Mais c'est pour ça qu'il est brillant. Mais tu vois, je me rappellerai toujours, les gens le verront, le clin d'œil, vous aurez trouvé, c'était un gars qui avait commencé une vidéo avec un gâteau en disant « Je vais vous parler aujourd'hui du cake ». Et le mec, j'ai re-regardé sa vidéo derrière, mais c'est du foutage de gueule du début à la fin. En fait, si tu veux, il va te donner un rendement de folie avec une monnaie de singe. Mais qu'est-ce que tu en as à faire d'un rendement de folie avec une monnaie de singe quand tu veux vouloir la revendre, tout le monde veut la revendre en même temps, et ta monnaie, elle baisse de quelquefois 10, 15, 20% dans la journée. Tu t'en fous d'avoir un rendement à 70% sur un truc qui baisse de 15 ou 20% par jour. Et donc, voilà, passons le système. Et donc, en 2021, on commence à mettre un forfait de conseil, et au fur et à mesure, on l'améliore, je renforce l'équipe, et aujourd'hui... où est-ce qu'on en est? On a 2 personnes spécialisées sur la crypto dans l'équipe, Louis Denis et Paul Rocky, avec des profils assez différents, mais très complémentaires. D'ailleurs, Louis a aussi ce côté orifère, tu vois, il a le côté métaux précieux, enfin surtout l'or, hein, et donc il intervient à double mesure quand les gens veulent un peu se protéger, pour des raisons différentes entre l'or et Bitcoin. Et Paul nous amène aussi une capacité d'analyser tout ce qu'on trouve dans les portefeuilles des clients. C'est parfois on récupère des clients avec des portefeuilles, il y a des trucs, on se demande, tu vois, défaire une boucle qu'a fait un client, une boucle qu'il a peut-être fait un mois avant. Paul sait les défaire, on sait faire des bridges, on sait sécuriser des portefeuilles, quelquefois on trouve des sacrés bordels, quoi. Et on a une offre, qui est basée sur la savoir acheter. Donc, on a eu souvent des débutants, hein, donc leur a expliqué comment acheter et donc parfois aussi comment sortir, avec automatisation et tout ça. Deuxièmement, sécurisation. Depuis le début, on a proposé un ledger dans l'offre. Depuis le début, depuis le premier jour, il y avait un ledger offert. Mais donc ça, c'est un point, je pense, sur lequel il faut peut-être insister quand même pour les gens qui nous écoutent. Parce que quand tu dis vous fournissez du conseil, etc., c'est-à-dire que c'est aligné avec l'éthos de Bitcoin. C'est-à-dire que vous allez donner les outils et le savoir-faire à vos clients pour qu'ils puissent acheter eux-mêmes, conserver eux-mêmes et s'adresser à vous quand ils ont des questions sur est-ce qu'il faut vendre, comment j'achète, est-ce que je suis bien sécurisé, etc. Mais là, on n'est pas du tout en train de parler de les clients vous envoient de l'argent et vous investissez à leur place et vous êtes un intermédiaire financier. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. C'est vraiment, j'ai envie de dire, à mi-chemin entre l'éducation Bitcoin que des entreprises comme Bull Bitcoin peuvent faire au quotidien, où voilà, on va apprendre aux gens
à se sécuriser, à faire attention aux fraudes, à utiliser leur hardware wallet, à acheter correctement. Et votre cœur de métier, la gestion patrimoniale, c'est-à-dire arriver à proposer une stratégie qui est adaptée finalement au moment de vie des gens, à leurs contraintes, à leurs revenus, à leurs attentes. Profil, tout ça, ouais. Et si tu veux, on ne s'est pas arrêté à l'âge. C'est-à-dire qu'on s'est dit, self-custody, donc détenir soi-même ses fractions de Bitcoin, c'est pas réservé à des gens qui ont 30 ans. C'est ça, parce que votre profil de client, je suppose que c'est pas des gens comme moi, quoi. C'est pas des gens qui sont jeunes, Jeune et beau. non, mais je veux dire plutôt avertis technologiquement, qui connaissent déjà bien Bitcoin. C'est quoi finalement on a quelques-uns qui viennent nous voir pour des questions patrimoniales. Mais non, on va dire que globalement, on n'a pas forcément des gens qui sont super éduqués, même si aujourd'hui, comme on a cette capacité de faire un pont entre Bitcoin ou la crypto et le patrimoine classique, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'on a cette capacité-là. Mais en dehors de ça, les gens qui sont dans cet abonnement sont plutôt des gens qui sont pas forcément des gens super avertis, super expérimentés. Alors pourquoi la clé Ledger ? D'abord parce que Bitcoin, quand tu regardes les qualités intrinsèques de Bitcoin, les qualités intrinsèques, tu les trouves dans le white paper. Donc si on veut faire un service sur Bitcoin, il faut commencer par lire le white paper. Si tu lis pas le white paper, tu risques de faire un ETF. Tu risques de faire un produit comme Bitcoin Active Strategy. Tu risques de faire des trucs comme du trading avec un bot de trading sur Bitcoin. Bon, va le faire sur le jus d'orange. Mais Bitcoin, il n'est pas fait pour ça. Bitcoin, il est fait pour t'apporter de la souveraineté dans ton patrimoine. Et c'est le seul actif, ou avec quelques cryptos, les seuls actifs, dans lesquels tu peux décider de les conserver toi-même, de les utiliser toi-même, sans demander à quelqu'un, alors pour Bitcoin, véritablement sans demander à quelqu'un. Pour l'USDT, l'USDC, tu passeras par un système qui est moins qui est plus permissif à la censure. Mais en tout cas, tu vas décider toi-même de comment tu conserves, où est-ce que tu conserves ton patrimoine. Et si tu as envie d'aller acheter une revue qui est interdite parce que elle n'a pas le droit de citer en France, tu peux le faire. Si tu as envie de t'acheter un médicament qui n'est pas le droit de citer en France, tu peux le faire. Si tu as envie d'envoyer de l'argent à un ami qui est un whistleblower, un lanceur d'alerte, parce que tu veux soutenir Julian Assange, parce que pour toi c'est quelqu'un de vachement important, et bien Bitcoin te permettra de le faire. Donc ça sert à rien d'aller détenir des Bitcoins chez Binance. Et d'ailleurs, c'est petit arrêt sur cet exemple très intéressant, je trouve, depuis que Assange a été libéré, il a révélé qu'effectivement, les dons qui ont été faits en Bitcoin en 2010-2011, lorsque les moyens de paiement de Wikileaks ont été coupés, après qu'il ait révélé l'implication de dignitaires de l'armée américaine, du département de la Défense, dans des choses pas très claires et nettes en Afghanistan et en Irak, il a effectivement pu recevoir des dons en Bitcoin, ce qui d'ailleurs, on l'a vu dans les forums de l'époque, dans la mailing list, inquiétait pas mal Nakamoto et d'autres, parce qu'ils disaient c'est encore trop jeune, on risque de s'attirer l'attention qu'il y a sur Assange contre le projet, et il pourrait ne pas y survivre. Mais mon point étant qu'il a bien exprimé qu'en fait, Wikileaks a pu survivre pendant 12 ans, grâce à ça. Et ce qui me fait beaucoup rire dans cette histoire, c'est que ceux-là même qui, en général, défendaient la liberté journalistique, la liberté de la presse, l'impératif qu'on avait d'avoir des gens comme Assange pour avoir des démocraties fonctionnelles, des sociétés libres, etc., disaient en même temps que Bitcoin était un projet fasciste qui allait détruire la liberté. On est d'accord. Mais donc, pour en revenir, ce côté difficilement censurable, il est lié au fait que Bitcoin n'a pas de dirigeant, de conseil d'administration, ainsi de suite. Et puis que, jusqu'à maintenant, puisque la série HBO n'est pas encore sortie, nous ne savons pas qui est Satoshi Nakamoto. On le saura peut-être dans quelques jours. C'est pas la CIA ? Je ne sais pas. Il y a un certain Tom qui pense avec certains de ses potes que c'est la CIA. Mais bon, écoutez, moi, je n'en sais strictement rien et c'est pas tellement mon sujet. En tout cas, nous, dans notre approche, ça va d'être dans la philosophie de Bitcoin. Et la philosophie de Bitcoin, c'est ce que l'on appelle la détention par soi-même, la self-custody. Quand vous avez une action de chez Air Liquide, soit Air Liquide la détient en nominal, soit c'est encore pas mal, c'est assez pur. Soit c'est un compte titre, soit c'est un PEA. Quand vous avez une assurance vie, vous faites un chèque à l'assureur, c'est lui qui détient les titres qu'il veut bien détenir, et ainsi de suite. Donc en fait, Bitcoin nous apporte
une souveraineté sur une partie de notre patrimoine. Bien sûr. Je ne dis pas à mes clients d'avoir 100% de leur patrimoine en Bitcoin, mais je leur dis simplement, si vous voulez un petit peu de souveraineté dans votre patrimoine, eh bien, le Bitcoin va vous le permettre. Et il va vous le permettre de manière beaucoup plus pratique que détenir des pièces d'or chez soi. Vous pouvez avoir 200 pièces d'or chez vous, c'est possible. Mais bon, ça vous expose à des problèmes de sécurité. Et puis, si demain, on a une problématique monétaire, je ne sais pas si vous arrivez chez le boucher avec un 20 francs or, comment vous allez pouvoir vous faire de la monnaie. S'il y a une problématique de division, de divisibilité, des choses comme ça. Alors que Bitcoin va vous amener intrinsèquement un réseau de paiement et ainsi de suite. Et puis, j'ai envie de dire aussi, la capacité de transférer de l'or sur des distances importantes, elle est quand même assez limitée. Et aujourd'hui, notre économie étant ce qu'elle est, la plupart des services et des produits qu'on consomme au quotidien viennent pas vraiment de circuits locaux. Non. Et puis d'autre part, on a aussi un autre élément que les gens oublient, notamment dans l'utilité sociale de Bitcoin, ce qu'on appelle le remittance, c'est-à-dire tous les diasporas qui envoient de l'argent au pays. Parfois, on a pu voir que 4 à 5% du PIB du pays était ponctionné par des gens comme Western Union et d'autres, parce qu'il y avait des frais tellement énormes qu'ils ponctionnaient une part très importante du PIB du pays. C'est l'exemple parfait de ça, d'ailleurs, étant le El Salvador, et je pense que c'est en partie ça aussi qui a motivé leur stratégie Bitcoin. Bien sûr. Donc, à partir du moment où on a décidé que c'était une question de souveraineté patrimoniale, on offre une ledger au client, une ledger qui est sous blister, bien sûr, même si elle a été logotée Montagne Conseil. Voilà. Ensuite, il y a un troisième point, c'est la fiscalité, savoir se mettre en règle vis-à-vis de la fiscalité, qui est toujours un sujet en France. Ah, Dieu sait que c'est compliqué ici. Et avoir la bonne stratégie fiscale en amont. Donc ça, on a des compétences là-dessus. Et si on les a pas, on sait où aller les chercher. Quatrièmement, de la formation. Toujours de la formation, on veut que nos clients progressent. Donc il y a des tutos, des webinaires. Et puis il y a aussi des entretiens avec des membres de l'équipe. Le cinquièmement, c'est le revenu. Donc le revenu sur Bitcoin, autant vous dire qu'on ne fait pas des revenus, sauf si on va faire qu'on a parfois des offres de mining. Et sur d'autres cryptos, des gens qui veulent détenir des cryptos comme Ethereum ou d'autres, eh bien, il y a différentes manières de faire des revenus ou des revenus avec des stables, mais ça restera toujours minoritaire. Par exemple, il y a des gens qui ont des gros portefeuilles et qui nous disent, nous, on voudrait vous payer vos honoraires, mais on ne voudrait pas trop, on n'a pas les moyens, parfois, par nos salaires, de payer les honoraires chez vous. Donc, on met en place des stratégies de revenus avec eux pour que ces revenus puissent nous permettre de nous payer le service chez nous. Comme ça, on leur apporte un complément de capacité et qui fait que notre service va nous permettre, eux, de récupérer un peu de revenus, mais aussi de nous de payer le service. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour eux, devient transparent et ne va pas peser sur leur train de vie. Puisque le but, quand même, c'est d'essayer de grossir son épargne Bitcoin. C'est quand même le but. Et puis, on a un sixième point qui est lié au deuxième, qui est la transmission. Donc là, transmission du vivant, avec des donations, avec tout un tas de process qu'on peut mettre en place pour que le jour où on n'est plus là, eh bien, si on le souhaite, ces Bitcoins aient rejoint les bonnes personnes. Et c'est un sujet plus compliqué qu'on ne le pense, souvent la transmission. Oui. Moi, on avait pour être transparent vis-à-vis des gens qui nous regardent, on avait un peu bossé ensemble pendant un moment. Et donc, j'ai pu voir les problématiques de l'intérieur que vos clients peuvent avoir. Et nous, en tant que bitcoiner, on pense souvent à la problématique technique, la fameuse carte au trésor, comment on va faire pour que les héritiers puissent avoir accès au bitcoin. Il faut souvent, de notre vivant, leur expliquer. Il faut de préférence qu'eux s'y intéressent et se forment vraiment, parce qu'on peut leur expliquer, mais est-ce que 15 ans plus tard, ils sauront encore, est-ce qu'ils se rappelleront, etc. Mais il n'y a pas que ces problématiques-là. Est-ce que tu pourrais détailler un peu ? En fait, on a, entre du vivant, on peut commencer par faire des donations. Ou on peut même faire ce que les gens oublient de faire. Donc, en France, si je ne dis pas de bêtises, on a 31 000 euros de donations plus 100 000 euros d'abattements fiscaux tous les 15 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Et puis, on a aussi ce qu'on oublie, qui est les présents d'usage. Donc nous, on a beaucoup de stratégies familiales où les parents épargnent pour leurs enfants dans un plan Bitcoin. Donc présent d'usage, c'est par exemple cadeau pour Noël, cadeau d'anniversaire. Oui, ou même, tu vois, tu peux dire, comme on peut faire de l'épargne pour ses enfants, puisqu'il y a eu un arrêt de cour de casse qui nous dit qu'un PEL est un peu considéré comme un présent d'usage s'il est alimenté sur la durée, et si la personne qui l'alimente ne s'appauvrit pas. À la limite du présent d'usage, c'est de ne pas s'appauvrir. Le présent d'usage est considéré comme un présent et donc exempté d'imposition quand, proportionnellement par rapport au patrimoine et aux revenus de la personne qui fait le présent, ça peut être qualifié comme un présent et pas comme une décapitalisation ou une transmission dissimulée. Chez Rothschild, par exemple, ou chez les Arnaud,
un présent d'usage ne sera pas de même montant que chez toi ou chez moi. Voilà. Et donc, mais les gens oublient cette question de présent d'usage. Et à partir du moment où tu penses que Bitcoin a une capacité de valorisation sur le long terme, pourquoi ne pas en donner des petites fractions à tes enfants tous les mois? Et si jamais des enfants nous écoutent, vous savez quoi demander à vos parents pour Noël. Voilà, une clé Ledger et un petit peu de Bitcoin toutes les semaines. Donc, tu vois, on intègre ça. En plus des donations, on intègre les présents d'usage. Et puis après, on va faire en sorte, bon, pour des questions techniques, donc on va utiliser Liana, on va utiliser des splits de clés, on va utiliser la décentralisation d'un système centralisé avec les notaires, mais bon, je ne veux pas forcément en dire plus parce que c'est de la question de sécurité interne. Voilà, on a différents systèmes redondants pour être sûr que si c'est la volonté, les enfants ou le conjoint puissent récupérer l'accès aux cryptos, au Bitcoin ou aux cryptos, et surtout, on va utiliser des éléments juridiques. On va utiliser le testament, on va utiliser le mandat de protection future, le mandat posthume. Et notamment, je tiens à attirer l'attention des gens, parce que les gens ne sont pas toujours conscients, sur le mandat posthume. J'ai remarqué que souvent dans un ménage, il y a un des deux qui a la compétence et pas l'autre. Et on a des enfants qui peuvent être sans la compétence ou trop jeunes pour avoir la compétence. Dans ce cadre-là, le mandat posthume te permet de désigner une personne qui, sur ce sujet technique-là, va résoudre le problème le temps que les enfants puissent avoir accès à, ou le temps que le conjoint se forme, ou ainsi de suite. Et donc le mandat posthume que tu enregistres chez le notaire, tu peux même dire, c'est Théo Mogenet, Louis de Froissart, quelqu'un d'autre, qui va gérer cette problématique jusqu'aux 18 ans de l'enfant, jusqu'aux 21 ans de l'enfant, sous contrôle du juge, et on peut même prévoir une rémunération pour, tu vois. Et en faisant ça, tu es sûr que si jamais il y a un pépin, il y a quelqu'un qui va aussi gérer. Et ça évite qu'il y ait des conneries qui soient faites, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Au moins, il y a une responsabilité aussi, quoi. Exactement. Voilà, donc toute cette partie transmission, elle est bien sûr hyper personnalisée, et ce sont des éléments techniques, ce sont des éléments juridiques, ce sont des éléments fiscaux, et ce sont des éléments économiques. Typiquement, la base de la gestion de patrimoine, la technique en plus. Donc tu vois, par exemple, travailler avec Bull Bitcoin, pour nous, vous avez une vraie expertise technique, ce qui peut être intéressant, c'est que nous, on va être des techniciens cohérents, enfin on a des bagages techniques, mais qui vont vite être limités. Par contre, sur le côté patrimonial, je pense qu'on est plutôt dans les bons. Et c'est là où, quand tu vois, en fiscalité, on est un peu juste, et ben on va aller chez un fiscaliste spécialiste du problème. Tu vois, on traite souvent des problématiques fiscales avec un expert du contentieux fiscal qui est Dominique Laurent. Parce que nous, on a une super compétence au niveau transversal, mais dès qu'on doit aller en silo, eh ben, on a cette compétence-là. Et ben là, au niveau technique, on a des compétences, mais on a besoin d'avoir des gens qui viennent nous appuyer au niveau technique. Et tu l'as de toute manière un peu révélé, mais ça nous permet aussi d'annoncer un partenariat qu'on vient de nouer justement entre Montaigne Conseil Patrimoine et Bull Bitcoin France, du coup. Et c'est vrai que ce qui a motivé ce partenariat, c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que nous, on a aussi des clients via Bull Bitcoin Prime, donc une offre où il y a beaucoup plus d'accompagnement en général pour des gens qui veulent investir des montants substantiels. Par substantiel, j'entends, on va dire, au-dessus de 20 ou 25 000 euros, où nous, effectivement, on va passer du temps à faire un peu ce qu'on décrivait là, c'est-à-dire à déjà vérifier qu'ils savent bien ce qu'ils font, qu'ils ont défini une allocation cohérente, et leur donner un schéma d'achat, de conservation qui va correspondre à leurs besoins. Mais c'est vrai que sur plein des sujets que tu as décrits là, nous, on n'a pas forcément la compétence, surtout en France. Elle a été développée au Canada parce que, bon, avec plus de 10 ans de track record là-bas, au bout d'un moment, tu commences à comprendre les sujets, mais sur les questions fiscales, sur les choses dont tu parlais, par exemple, le fait de désigner un mandat posthume, voilà, excuse-moi, j'avais perdu le terme. Ça, c'est des choses que nous, on ne connaît pas, et c'est vrai qu'il y a des choses à construire sur nos forces respectives, et je suis assez content qu'on ait pu faire ça, parce que vous avez une position quand même assez unique dans le monde des conseillers de gestion en patrimoine. Moi, j'ai déjà eu affaire avec certains de tes homologues, et j'en connais aucun aujourd'hui qui fait cet effort de s'intéresser à cet objet qui est un ovni pour eux, qui est Bitcoin, et du coup qui est capable, sur consultation, de résoudre ces problématiques fiscales, ces problématiques de transmission, etc., etc. Alors il y en a quand même qui font le boulot. On est quelques-uns, et je les salue, ils se reconnaîtront. L'idée, c'est que nous, on a vraiment intégré ça, on en a fait un axe de développement majeur, parce que
ça nous a permis de montrer sur un actif l'ensemble de nos compétences. Et c'est-à-dire que là, on traite des dossiers assez importants de transmission avec des cash-out et des choses comme ça, des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent s'expatrier, on leur explique qu'il y a peut-être des alternatives à l'expatriation. Et je me rends compte que sur des dossiers comme ça, tu vois, on sollicite toute l'équipe. Notre ami notaire intervient. Là, on a fait une consultation externe sur un jeune juriste brillantissime. On a fait une consultation. Ben, tu vois, avant il nous a rendu sa consultation. On doit faire une visio derrière. Ben, on a été 5 dans l'entreprise à se rassembler pour savoir quelles sont les questions qu'on va lui poser par rapport au sujet qu'on veut traiter. Tu vois, ça traite de la problématique du démembrement de Bitcoin, c'est-à-dire donner la nue propriété de Bitcoin à des enfants et des conséquences fiscales, parce qu'il y a un article, vous pourrez le voir, 774 bis du Code général des impôts qui nous casse les pieds. Donc on a vu dans quelle mesure on pouvait traiter cette question-là et amener des gens à solutionner leurs problèmes suite à des donations. Donc la donation avant cession est un sujet qui est vachement intéressant parce que ça te permet de purger les plus-values tant qu'on ne nous l'enlève pas. C'est un sujet d'optimisation des cash-out, de travailler par une donation. Là, je pense qu'on a une longueur d'avance sur beaucoup de monde. Donc, pour traduire ça en langage courant, donc là, on parle finalement de pouvoir donner uniquement la nue propriété sur des bitcoins de son vivant à ses ayants droit, ses héritiers. Et le fait de faire cette transmission fait que si vous avez acheté le bitcoin à 10 000, mais que le démembrement se fait à 50 000, vos héritiers n'auront pas à payer la plus-value entre 10 000 et 50 000. Ils vont peut-être payer une plus-value par ailleurs entre 50 000 et le prix auquel ils vendront s'il est supérieur, mais ils économisent cette taxation-là. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça dans l'esprit, mais l'État vient de nous faire suer en disant que, en fait, Bitcoin étant fongible, il y a des conséquences fiscales. Donc, tu es obligé, si tu veux, quand tu fais cette donation, d'aller céder, puis d'aller mettre le fruit de cette donation sur un contrat de CAPI, un contrat d'assurance vie, une société civile, ainsi de suite. Donc, si tu veux, tu as aujourd'hui une obligation de remploi, si tu veux, quand tu fais ça. Ce qu'on n'avait pas l'année dernière, quand j'ai développé cette stratégie-là, l'année dernière, on n'avait pas ce problème. Là, avec le Sénat, on a une incertitude, on attend que les impôts nous précisent tout ça, mais enfin, pour l'instant, les impôts ne nous parlent pas trop de Bitcoin. Mais en tout cas, c'est des stratégies où on a trouvé des optimisations. Mais ça rentre dans des optimisations générales, parce qu'en fait, on a un cas général, on a des choses qu'on peut faire de manière générale, mais on se rend compte que quand on les fait au cas particulier, ça peut être beaucoup plus intéressant. Là, tu vois, par exemple, j'ai vu quelqu'un la semaine dernière qui hésitait à partir. Je dis, voilà, sur une stratégie, je peux déjà te faire économiser 700 ou 800 000 euros. Bon, c'est évident que ça interroge. Voilà. Et puis, on a aussi des problématiques, c'est pour ça qu'on est intervenu récemment sur la problématique fiscale, parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur Bitcoin, sur la fiscalité Bitcoin, beaucoup de zones d'ombre sur la crypto, parce que même si je sais que les Bitcoiners sont plutôt très très majoritairement sur Bitcoin, j'en connais quasiment pas, enfin j'en connais pas. Il y en a une minorité qui sont 100% absolument Bitcoin. Ils ont toujours un petit quelque chose, parce qu'on a tous des tentations. Je sais que je suis un animal rare. on a tous des tentations, donc on a des trucs qui traînent et tout ça. Donc en fait, il y a des manières d'intégrer tout ça, d'intégrer une petite partie d'autres choses que Bitcoin, et ça permet aussi d'apporter de la souplesse à des stratégies que l'on peut avoir. Et puis, tu sais, il y a des gens qui nous ont dit, si je fais un gros cash-out parce que j'ai besoin de le faire pour plein de raisons, et que je garde du Bitcoin, est-ce que demain, je peux revenir en Bitcoin, tu vois ? Même des Bitcoiners qui sont obligés pour plein de raisons, parce que, t'imagines quand même le gars qui a mis 10 000 euros et qui se retrouve aujourd'hui avec 30 millions. Moi, déjà, je suis abasourdi par la force de caractère. Mais bon, ils disent aujourd'hui, je voudrais un peu me dérisquer. On a trouvé quand même des contrats d'assurance vie luxembourgeois dans lesquels on a fait accepter deux ETF Bitcoin, parce qu'ils pourront quand même toujours, sur des mouvements de marché, se réexposer partiellement à Bitcoin si le besoin s'en fait sentir. Voilà. Mais pour en revenir à notre sujet de conseil, notre conseil, c'est quand même pour l'ensemble de nos clients de prendre une situation, d'éclaircir la situation et de mettre tout en œuvre par rapport aux objectifs qui nous ont été donnés. Et ça, tu ne peux pas le faire quand tu es rémunéré par un produit. Tu ne peux véritablement et bien le faire
que si tu es rémunéré par des honoraires de conseil. On en revient à l'alignement des intérêts, quoi. Finalement, c'est aussi pour ça que Bitcoin, ça marche. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, pour revenir à quelque chose que tu disais un peu plus tôt, tu as insisté sur la sécurisation. Oui. J'avais vu un post que tu as fait récemment que j'avais beaucoup aimé, où tu faisais un parallèle avec l'aviation, notamment, je pense que là, c'était plus dans le cadre de l'aviation civile. Tu voles un peu, toi? Oui, je suis en train de terminer ma formation de pilote. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parallèle que tu avais dressé, que tu avais trouvé très intéressant, entre la sécurité aérienne et la sécurisation de Bitcoin? En fait, c'est un sujet, dans ma formation théorique, je me suis rendu compte que dans l'avion, il y avait beaucoup de redondance des systèmes de sécurité. On va commencer par la redondance. C'est-à-dire que on part du principe que si un système est en train de lâcher, il faut qu'il y ait toujours une possibilité de poser l'avion. Parce qu'en fait, si tu es en vol, tu as un problème, tu ne veux pas tirer le frein à main et t'arrêter sur le bord de la route. Il y a un truc à faire qui d'ailleurs te sollicite à chaque fois. C'est une école d'humilité, l'aviation. C'est que tous les atterrissages, ton orgueil qui est remis en question. C'est tes compétences qui sont mises en question à chaque atterrissage. Et donc, par rapport à cela, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de systèmes qui étaient redondants. S'il arrive ça, à ce moment-là, tu fais ça. S'il arrive ça, il y a ce système-là qui se met en route, ainsi de suite. Et plus on transporte de passagers, plus des systèmes redondants. Donc, c'est la redondance qu'on on a fait le parallèle en disant, tiens, sur Bitcoin, si moi, je dois sécuriser mes Bitcoins, je préfère avoir des systèmes redondants. Je mets un système de split de ma phase de récupération. Je peux mettre du Liana, je peux mettre des choses chez des notaires. Je mets plusieurs couches de redondance. Mais après, il y a un autre sujet, c'est que c'est dans l'apprentissage. Pourquoi je pense qu'on est meilleur que d'autres? C'est parce qu'on est bitcoiner. On a Paul, Louis, avant Lucas, on a tous à un moment donné fait des conneries. Et ces conneries, ça a entraîné des pertes. Et donc, ce que je fais dans ma formation au niveau avion, c'est que très souvent, je lis des rapports du BEA ou des rapports d'accident. Ou d'incidents ou d'accidents. Pourquoi? Parce que tu apprends des erreurs des autres, ce qu'il se passe. Et tu te l'appliques pour toi. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une autre vision des choses. C'est que, on en parlait tout à l'heure avec humour sur l'omelette au lardon, la poule, elle est concernée, mais le cochon, il est impliqué dans l'omelette au lardon, parce que lui, il faut qu'il passe de vie à trépas. Eh bien, si tu prends l'exemple de l'avion, une hôtesse qui va recompter le nombre de passagers à bord pour être sûr que le nombre de gens qui sont inscrits à bord de l'avion et qui ont mis leur valise à bord de l'avion sont bien ceux qui sont présents dans l'avion, elle est complètement impliquée par le sujet, alors que celui qui vient lui fermer la porte et lui dire « bon, c'est bon, allez, bon vol et tout », s'il y a un problème derrière, il est quand même vachement moins concerné. Donc, nous qui avons fait toutes ces transactions Bitcoin et autres, et qui avons parfois payé de notre poche nos erreurs, si tu veux, on est vachement plus à même d'identifier les points d'erreur qu'il y a pour éviter que nos clients fassent la même chose. Et malheureusement, tu vois, il n'y a pas un mois aujourd'hui sans qu'on ait un client qui vienne nous voir et dire « Ah oui, alors j'ai investi là, mais il me demande un truc, c'est bizarre, je ne comprends pas. » Tu vois, encore le mois dernier, on récupérait 475 € sur 650 à un client qui avait mis sur un faux BitGet. Une fausse plateforme BitGet, tu vois. Parce qu'on a réussi à taper les fonds à la marge. Mais je connais des gens qui ont assisté à une de mes conférences, qui ne sont pas venus me voir à la fin de la conférence et qui se sont fait baiser 10 000 €. Tu vois. Et donc prudence, bien sûr, sur ces sujets-là. Alors, si vous êtes bitcoiner, vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Mais l'implication de nous et de nos équipes, c'est aussi par le fait qu'on s'instruit tous les jours des fautes des autres, mais aussi de nos propres erreurs qu'on a pu faire à un moment donné ou à un autre. Exemple typique, t'évites de faire une transaction à 23h30 si globalement à 23h30 t'es couché. Si t'es un mec qui travaille la nuit, ok. Mais si habituellement tu te couches à 22h30, fais pas une transaction, fais pas un truc à 23h30 ou minuit sous stress. Et donc finalement, si je résume le parallèle que tu dressais avec l'aviation, comme avec un avion, dans Bitcoin, finalement, t'es le pilote dans le cockpit, quoi. Ouais. Et donc, on exploite l'information et la connaissance qui provient des accidents. Parce que, vu qu'on est concerné, comme tu disais, et qu'on est en première ligne, qu'on va en subir les conséquences, on a tout intérêt à exploiter cette information, à la faire remonter, à la partager,
à développer de meilleures pratiques. Tu parlais de la redondance, par exemple, mais on a vu aussi avec l'évolution des moyens techniques dans l'histoire de Bitcoin où, au début, on n'avait même pas les mnémoniques, donc Bit39, les formats de mots que vous avez aujourd'hui. À l'époque, il fallait stocker des clés privées, etc. On n'avait pas les hardware wallets, on n'avait pas les multisig, on n'avait pas forcément identifié un certain nombre de problèmes, qui souvent d'ailleurs n'ont pas été identifiés par la rationalité, l'intellect, mais par l'avion qui se crache, c'est-à-dire les erreurs dont tu parlais avant. Et ça s'est propagé de manière assez rapide sous forme de préconisations, sous forme de recommandations, sous forme de pratiques qui ont leur compromis, bien sûr. Et c'est vrai que si je file encore le parallèle que tu faisais, quand on regarde dans des systèmes plus centralisés où, à l'instar du cochon dans ton omelette au lardon, les gens sont impliqués mais pas concernés, on voit par exemple dans l'aviation, ou en tout cas chez Boeing, pour ne pas le citer, qui a eu pas mal de problèmes sur ces avions récemment, où finalement, les gars qui sont censés tirer la sonnette d'alarme et qui sont censés identifier le problème, le faire remonter, etc., ils ont pas mal à gagner à le mettre sous le tapis, pas grand-chose à gagner à le révéler, et donc ils sont un peu comme ton cochon proverbial. En tout cas, les passagers font les frais de ce désalignement d'incitation, j'ai envie de dire. Je trouve que le meilleur parallèle pour Boeing, je ne suis pas un spécialiste de l'aviation, même mon premier métier a été quand même de travailler dans l'aviation. Le sujet de Boeing, je dirais, c'est une blockchain publique et une blockchain privée. Bon, chez Boeing, vous le savez, il y a eu une pression sur les résultats qui a été grandissante et on a eu des financiers qui ont pris la tête de Boeing sur les 10 dernières années avec toutes les conséquences, malheureusement, que l'on a pu voir, la plus grave étant celle des 737 Neo, dont, de mémoire de pilote, un certain nombre de personnes ne veulent pas rentrer dedans parce que l'avion est déséquilibré structurellement. Mais pour en revenir à nos moutons, quand quelqu'un me dit j'ai un projet de développement sur blockchain privé, je lui dis je pense que moi je vais me méfier d'entrée de jeu. Parce que la problématique de la blockchain, c'est Linux, c'est le code open source. J'ai besoin de me rassurer pour savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez faire, comment ça fonctionne. Je ne dis pas que Airbus est vachement plus transparent. Je pense qu'il y a eu des problèmes chez Airbus de la même manière. Mais là, on est arrivé à un système où il y avait une telle emprise de la finance et un tel enjeu financier que globalement, on est allé jusqu'à embaucher un gars de la certification des avions aux États-Unis pour savoir comment on pouvait tricher avec la réglementation pour que la certification se fasse de manière allégée sur toutes les modifications qu'on ferait sur les gammes. Bon, alors Neo chez Airbus et sur les gammes Max chez Boeing. Mais Boeing est allé très très loin pour voir comment on pouvait le moins possible revoir la certification de l'avion. Or, un 737 MAX, à la base, est très différent d'un 737 classique, ne serait-ce que parce que les réacteurs ne sont pas positionnés de la même manière, ils sont plus gros, et ainsi de suite. Et donc, je pense chez Boeing, on a véritablement cette problématique d'opacité entre une blockchain privée qui me permet de faire comme je veux et d'arbitrer et de régler les trucs comme j'ai envie, contrairement à une blockchain publique, mon code est open source. Les gens vont voir. Alors, je ne révèle pas tout, je ne suis pas obligé de tout révéler, mais en tout cas, les gens vont voir et vont pouvoir auditer. Ils vont dire « Ah, ok, écoutez, les mecs, ils ont fait comme ça, je suis en confiance, j'y vais. » Et d'ailleurs, c'est finalement, au-delà de la comparaison de Boeing-Airbus, moi, ça me fait plus penser à la comparaison entre un Louis Blériot ou un Jean Mermoz, qui, à mon avis, avant de monter dans son zinc, vérifiait quand même que voilà, les boulons étaient bien arrivés, on va dire, et il n'allait pas transférer cette responsabilité à quelqu'un d'autre, ça n'aurait jamais eu aucun sens, alors que finalement, et dans Bitcoin, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que quand on va peut-être être incité à passer par des intermédiaires, on parlait des enveloppes comme les ETF ou comme le wrap BTC ou ces choses-là, c'est un peu ça qu'on fait en fait. Ouais, alors tu vois, dans l'aviation, le commandant de bord, il est souverain. Tu sais, on dit le capitaine seul maître à bord sur un bateau. Donc moi, j'ai fait pas mal j'ai navigué un peu quand même. Et quand tu arrives en avion, on te dit le commandant de bord, c'est lui qui... Donc tu vois, par exemple, quand tu vas faire de l'aviation privée, tu as d'abord la prévol. La prévol, c'est l'application que tu mets sur la visite prévol, c'est quand même l'application que tu mets pour ta survie. Et puis ensuite, tu vas voler dans différentes zones.
Mais à la fin, la décision finale, même sur un aéroport contrôlé, la décision finale revient au commandant de bord. T'as 2 places dans ton avion, t'es quand même un commandant de bord. Et donc c'est toi qui dois dire à la fin, t'as eu même la clearance pour atterrir, et tu peux décider que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. C'est celui qui joue sa peau qui décide, en fait. Ouais, exactement. Et donc, c'est un peu comme les empereurs romains aussi, qui partaient pas en campagne militaire sans être en première ligne. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un tiers des empereurs romains qui sont morts au combat. On aime bien les présenter à Hollywood comme des espèces de larves qui restent allongées toute la journée à manger du raisin, mais c'est pas exactement ça. Non, et donc dans Bitcoin, c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant, c'est que globalement, quand tu es en self-custody, tu es quand même, tu as une maîtrise de ton patrimoine, et donc tu as l'implication qui va avec, tu as une grande liberté, mais avec une grande liberté, tu as de grandes responsabilités. C'est quand même la meilleure fin qu'on puisse imaginer. Si t'es Spider-Man, peut-être juste pour ajouter quelque chose quand même, c'est vrai que par rapport à ça, je pense que ce qui freine aussi souvent les gens, c'est qu'ils se disent je vais pas y arriver, je me fais pas confiance, etc. Et finalement, le retour d'expérience que tu nous donnes, c'est que avec plusieurs années d'expérience à accompagner des gens qui pourraient être dans cette catégorie de personnes qui se disent ça me paraît trop complexe, je vais avoir du mal à prendre ça en main. En fait, s'ils sont accompagnés correctement, ça se passe bien, quoi. Oui, et puis il faut mettre un petit peu du sien, et donc on rappelle, alors attention, il y a des gens à qui on rappelle régulièrement la sécurité, des choses comme ça. Je dirais que le cas de figure qui est un peu agaçant, c'est quand tu as les enfants qui ne veulent pas rentrer dans le système. Je trouve ça le plus dur. Tu vois, quand j'ai quelqu'un qui a pas loin de 70 ans, qui a des enfants de 35 à 40 ans qui ne veulent pas rentrer dans le système, alors que, en fait, c'est leur intérêt premier. Voilà. Mais en dehors de ces rares exceptions, c'est quand même quelque chose de très intéressant d'amener cette part de réflexion sur le patrimoine. Parce que du coup, quand tu intègres Bitcoin dans le patrimoine, il y a Bitcoin et le reste du patrimoine. Et les gens qui ont compris ça, ils commencent à avoir une vision de leur patrimoine qui est un petit peu différente avec le spectre qu'ils peuvent avoir sur Bitcoin. Et là, tu commences à avoir des discussions assez intéressantes. Moi, j'ai des qualités de discussion avec mes clients qui ont vachement évolué grâce à l'intégration de Bitcoin dans leur patrimoine, parce qu'ils ont vu que les qualités de Bitcoin étaient différentes des caractéristiques ou des qualités d'autres parties de leur patrimoine, et leur vision évolue. Ça amène des questions qui ne seraient pas posées autrement. Et tu vois, ils devaient en mettre un petit peu, puis finalement ils en mettent un petit peu plus, et puis ils commencent à creuser, puis ils commencent à comprendre. Je leur offre des livres, parce que moi le but c'est, tu vois, c'est quand même la formation, c'est vachement important, donc je leur offre souvent des livres, c'est l'occasion de discuter, et le recul du coup sur le reste du patrimoine est très intéressant. Ok. Et du coup, on va quand même réitérer l'annonce. Désormais, Bull Bitcoin et Montaigne Conseil travaillent main dans la main. Exactement. Donc, si jamais vous avez des problématiques patrimoniales, si vous avez besoin de vous faire accompagner autant sur les sujets techniques que les autres sujets, n'hésitez pas à contacter soit Louis, soit moi-même. On tâchera de constituer une équipe de choc avec une expertise sur tous les sujets pour vous aider à résoudre ces problématiques en fonction de vos besoins. Et nous, ce qu'on va chercher chez Bull Bitcoin, c'est des aspects de prix, puisqu'en fait, on a aussi négocié des très très bonnes conditions pour nos clients pour acquérir des fractions de Bitcoin, les fameuses UTXO. Et ensuite, sur des aspects techniques, ce sont des gens qui viennent nous seconder. Je vous ai parlé de ces silos différents, mais dans le silo technique, on a des gens qui viennent nous aider sur des situations pour renforcer la qualité de notre expertise. Et c'est là où on a trouvé qu'il y avait vraiment une addition de talents et de compétences à additionner. Super. Merci beaucoup en tout cas Louis pour cet entretien. C'était très intéressant. Et on va peut-être se reparler, je sais pas quand. Mais quand on connaîtra le nom de Satoshi, quand on connaîtra qui est Satoshi, peut-être ça sera l'occasion d'en reparler. C'est ça. Bon, merci encore Louis. Je t'en prie.